J'ai lu 39 livres cet été grâce à un challenge de lecture et comme je n'ai pas la foi de faire un update lecture de 39 livres, on va les classer par catégorie. Hello, c'est Estelle et bienvenue dans l'update lecture de juillet-août 2025. Il y a trop de livres, donc on va faire un truc que j'ai pas fait depuis un petit moment, mais que j'aime bien, histoire de rendre le tout efficace. Nous allons classer ces 39 livres dans un petit tableau. Le but, c'est de vous dire très rapidement ceux qui sont pas du tout mémorables et isoler les pépites, isoler les bangers que je vous recommande particulièrement. Présentation des catégories, comme d'habitude. Alors, j'avais pas trop d'inspiration, donc j'ai fait simple. En premier, nous avons Shut Up and Read This Book. Incroyable, jetez-vous dessus sans aucun souci, je vous les recommande à 3000%. Ensuite, on a Fantastic, les books que j'ai énormément appréciés. C'était pas des 5 étoiles, c'était peut-être des 4 étoiles, ou enfin des livres que je vous recommande, des livres avec lesquels j'ai passé un super moment. Ensuite, on arrive à Mims. Mims, c'est ouais, bon, c'était sympa, c'était cool. Ensuite, on a Pas pour moi. Alors là, je sais déjà quel livre je vais mettre là-dedans. C'est des livres qui malheureusement ça l'a pas fait. Ils sont pas mauvais en soi, c'est juste que je pense c'est pas mes goûts, c'est pas ce que j'aime et du coup bah forcément ça matche pas. Mais ce livre peut-être n'est pas pour moi, mais il est pour vous. Ensuite, j'ai déjà oublié. Alors ça c'est le revers de la médaille quand on fait des challenges de lecture où on lit autant. Si le livre n'est pas hyper intéressant, si le livre est un peu redondant, si le livre n'a pas beaucoup de rythme, tu l'oublies des 3 jours plus tard quoi. Donc voilà, ça c'est les livres qui m'ont pas du tout prise dans l'histoire, que j'ai terminé parce que je devais les terminer pour le challenge. Et enfin on a le Nope. Les Nope, je m'en rappelle très bien. Ah putain que je m'en rappelle. Je m'en rappelle avoir souffert durant toute ma lecture. Donc voilà les amis pour le programme. On a du coup pas mal de livres à regarder. Hein, j'ai déjà une bonne pile là. Donc c'est parti. Je sais pas si les livres vont arriver dans l'ordre, pas forcément. On commence par A Witch's Guide to Magical Innkeeping de Sangu Mandana. Ce livre, j'avais énormément d'attentes parce que j'avais adoré le premier tome The Very Secret Society of Irregular Witches. J'avais adoré, j'avais trouvé ça hyper mignon. J'avais trouvé la romance inattendue, mais extrêmement bien pensée. Et je suis tombée, mais complètement à côté du truc, quoi. Je l'ai écouté en audiobook. On suit l'histoire de Sarah qui n'a pas ses pouvoirs. Elle s'est fait en fait un peu confisquer son pouvoir depuis qu'elle a réanimé sans faire exprès, pas sa grand-mère, mais une vieille dame dans le corps d'un renard. Et là, il y a un gars qui arrive qui saurait comment retourner ce sort et faire en sorte que la grand-mère ne soit plus coincée dans le renard et du coup, il va y avoir une petite romance entre eux. Mais j'ai trouvé ça hyper décousu. J'ai pas du tout retrouvé l'ambiance du premier tome. Je vous jure que je me suis forcée à le terminer, mais en fait, j'avais vraiment pas envie, je voulais passer à autre chose. Et ça m'a un peu surpris. Genre, j'attendais le moment où tout allait connecter, quoi, mais ça l'a pas fait du tout. Le seul truc bien, c'était que Luc, il a ramené sa petite sœur qui s'appelle Posey, qui est dans le spectre, qui était absolument adorable. Il y a eu pas mal de discussions qu'en fait elle était pas forcément acceptée par les autres, que du coup Luc il voulait pas que les gens fassent des réflexions et tout ça, et Sarah elle a été adorable avec elle. Enfin donc franchement il y avait des petits passages comme ça où je me disais ah c'est cool. J'avais trouvé une review avec laquelle j'étais genre super d'accord. La personne a dit It's hard to pinpoint what exactly went wrong here. Based on the description, the recipe for a cozy and even interesting slow burn romance is there, but I didn't feel any warmth or connection towards the characters or the story. To put it bluntly, this book had no soul. Et je suis assez d'accord. J'ai déjà oublié parce que je pense que ce n'est pas qu'une question de pas pour moi, tu vois. Pas pour moi, c'est vraiment les livres où je vois le potentiel, je vois la qualité, mais juste je ne suis pas réceptive. Là, je n'ai pas malheureusement vu le potentiel. Ensuite Quicksilver. Vous avez peut-être marre que je ne fasse que de chier sur ce livre. Je suis désolée les gars, mais stop. Genre là, il est sorti là. Kingfisher. Et moi je suis en mode... N'oubliez pas qu'il lui a quand même dit You are a hungry little bitch in heat. Ce n'est pas la romantaisie de l'année et ce n'est pas du tout la direction dans laquelle je veux que la romantaisie aille. J'ai détesté ce livre, je l'ai hate read. Alors que c'était pas mon intention, hein. Je voulais essayer de trouver des choses sympas, mais même l'histoire, même le world building, j'étais lost. Donc ça va être nope. C'est un appel à l'aide. Arrêtez, je ne veux pas que ça continue les romantaisies comme ça. Ensuite, You Deserve Each Other de Sarah Ogle. Je suis assez deg parce que les 50 premiers pourcents, je vous jure que j'étais en mode c'est génial, c'est incroyable. En gros, on a un couple qui est un peu éteint. Ça va faire, je pense, 7 ans qu'ils sont ensemble. Il n'y a plus l'amour, il n'y a plus l'étincelle. Et elle, la belle famille, la déteste. Genre, la mère, elle est exécrable avec elle. Et le mec ne la défend jamais. Un jour, elle est en mode, bon, ben en fait, j'en ai marre, quoi. Mais je sais plus précisément pour quelle raison. Elle veut pas que ce soit elle qui divorce. Et du coup, elle va essayer de faire plein de crasses pour que le mec pète un câble et la tège. Sauf qu'en fait, ça va commencer à être un jeu entre eux de qui va se faire la plus grosse crasse
parce que il y a une histoire qu'ils veulent pas être celui à craquer, je sais plus pourquoi. Ça va du coup relancer quelque chose entre eux parce que depuis des années, ils n'avaient pas mis autant d'énergie l'un dans l'autre, vous voyez ce que je veux dire? Et sur la fin, j'ai trouvé que des fois c'était un peu too much. Elle insulte sa mère à travers le balcon, genre la mère elle est littéralement au pied de la baraque, elle est en mode ouais mais ta gueule machin et tout. Des fois c'est un petit peu grotesque, mais je pense que ça fait aussi partie de la rom-com et tout ça. Et surtout ce livre va être adapté en film et c'est pour ça que je l'ai lu. Et pour le coup j'irai avec grand plaisir voir le film parce que l'idée est très bien. J'ai trouvé les thèmes abordés super, notamment ils sont tous les deux dans leur monde convaincus qu'en fait c'est l'autre qui l'aime pas. Alors que non, ils s'aiment tous les deux, mais c'est dans des petites actions du quotidien, c'est dans la confrontation de leur love language que en fait ben, ça colle pas. C'est très bien fait, franchement j'ai bien aimé la psychologie, juste la deuxième moitié est un petit peu retombée, mais très prometteur. Donc je vais mettre dans Mims, voilà, parce que j'ai aimé ma lecture et les 50 premiers pourcents, et j'étais agréablement surprise. Ensuite je me suis fait un peu de poésie parce que ça faisait pas mal de pages, pas mal de points, et que je lis pas beaucoup de poésie, et je sais que celui-là, il me semble que c'est le recueil de poésie que Robert Laffont a traduit, notamment que Pauline Bellissari a traduit. Et je vous avoue que ça m'a pas touché autant que peut-être je l'aurais voulu. Peut-être parce que c'était en anglais, parce que je sais que la poésie en français, ça peut vraiment me plaire. Je vous avoue, ça m'a pas vraiment fait d'effet, donc je vais mettre dans J'ai déjà oublié. A Love Song for Ricky Wilde. Ce livre-là, ça fait un petit moment que je voulais le lire. Il était sur ma palle depuis 2 ans parce que c'est celle qui a écrit 7 Days in June et ça faisait longtemps que je voulais lire ces livres parce qu'ils ont une super réputation. Laissez-moi vous dire que ce livre était hyper déconcertant. J'avais jamais lu cette alliance entre de la romance contemporaine adulte et un aspect paranormal auquel tu t'y attends pas du tout. Et le mélange des deux a super bien fonctionné, donc je suis trop contente. C'était pas un 5 étoiles parce qu'il y a des moments où j'étais un petit peu moins accrochée que d'autres, mais franchement très bonne romance. Ensuite l'histoire d'une madame qui est à New York, qui est fleuriste, et en gros c'est un peu le vilain petit canard de la famille. Ses grandes sœurs sont absolument abjectes avec elle, du coup elles se sont un petit peu rejetées. Et un jour elle va rencontrer un gars, et en fait ce gars est obsessed avec elle. Il se voit un petit peu en coup de vent, mais ça lui fait une sensation un peu électrique dans le corps. Je n'ai jamais ressenti un truc comme ça, il faut que je retrouve ce mec, et elle le retrouve. Et en fait ils sont soulmates, genre âme sœur, et ce mec est immortel. Et il y a une histoire de malédiction que en gros, si jamais ils se mettent ensemble, ils meurent ou un bail comme ça, et du coup lui il essaye de la repousser, mais elle en mode mais je ne peux pas, et du coup ils se disent bon ben ce qu'on va faire c'est qu'on va juste profiter le maximum jusqu'à notre mort. Je vous dis pas la suite, mais c'était hyper original, j'avais jamais lu un concept comme ça, et surtout les dialogues étaient très très bons. Ça c'est un truc dont je me souviens, les dialogues m'ont vraiment fait rire, m'ont vraiment touché, c'était des dialogues que j'entendais quoi, que je voyais. Donc là franchement si vous voulez une romance qui change de d'habitude, je vous la conseille. Peut-être pas fantastique parce que ça m'a manqué d'un petit truc pour que vraiment je me dise oh yeah, très très bien. Je la mets dans Mims. Ah, ensuite, ça c'est très triste. C'est très triste. C'est Scrigno qui m'a envoyé ce livre, Les Brûleurs d'or de Alice Paria. Et c'est exactement le type de livre qui n'était pas pour moi. Je suis trop deg. J'ai pas réussi à rentrer dedans. J'ai pas réussi à m'approprier le système de magie. On est dans du young adulte où on va suivre une jeune femme qui est recrutée pour entrer dans cette école de magie hyper prestigieuse. Sauf que elle en fait, elle a jamais vraiment été entraînée à proprement parler. Du coup, elle est hyper en retard. Et en fait, il y a plein de codes, de non-dits, de règles un petit peu, de groupes en fait déjà formés dans cette école. Et du coup, elle en fait, elle arrive pas trop à se faire sa place. Elle se fait un petit peu bully. Elle surprend une conversation délicate. Et en gros, au fur et à mesure du roman, tu mènes un petit peu l'enquête. Ce livre avait des aspects un peu chelous. C'est pas trop ce que tu fais, tu sais pas trop où t'es. Il y a cet petit aspect un peu spooky. Et je pense que c'est ça qui m'a un petit peu déroutée. Il y avait une grande réflexion qui était portée au système de magie, à la création de l'école qui était hyper riche, mais franchement donnez-lui une chance parce que ça se sent que c'est quelque chose qui était hyper réfléchi, hyper travaillé, mais voilà, c'était juste pas pour moi et j'en suis extrêmement triste. Ensuite je me suis fait This Winter de Alice Oseman, c'était la dernière que j'avais pas lu dans l'ensemble des Heartstoppers. Il me semble que ça se passe entre le 3 et le 4 ou entre le 2 et le 3 de Heartstoppers, le passage de l'une à l'autre, notamment le passage de l'hiver, et cette nouvelle c'est vraiment TCA, le repas de Noël, les festivités, ça peut être extrêmement triggerant et Charlie il est dans un mauvais moment. Ce livre il est un peu horrible parce que en gros t'as le point de vue de Charlie qui aimerait qu'il le comprenne et qui aimerait en fait qu'il accepte tout ce qu'il est et qu'il essaye pas de le changer, et en même temps t'as la famille qui veut prendre soin de lui en fait et qui veut le sauver. Pour le moment c'est encore trop tendu et du coup il n'arrive pas à se comprendre et ça crée des tensions dans la famille et des engueulades qui sont un peu horribles quoi, franchement, parce que des deux côtés ils veulent bien faire mais ça se confronte. C'est super
super triste. Je vais le mettre dans Memes parce que bon, Charlie et Nick sont toujours aussi incroyables, mais ce livre vous fait du mal, clairement. Donc, next up we have Unfair de Océane Ganem. Vous saviez pas hein, que j'avais lu ça, je suis sûre. Vous allez voir, il y a des livres, vous allez vous dire quoi, mais t'as lu ça? Unfair, ça faisait longtemps que je voulais le lire parce qu'il a quand même vachement explosé. C'est une fille que je suis sur les réseaux qui s'est occupée des couvertures. Et juste, Océane Ganem, j'avais lu... Waouh! Le livre sur le rocker là, putain, que j'avais pas aimé du tout, voilà. Non, c'est Jane Guéry. Je confonds Océane Ganem et Jane Guéry parce que je crois qu'elles ont fait un livre ensemble. Bref, donc Unfair, c'est horrible. On est dans un livre qui se passe en 2012, chose importante. On suit Moon, qui est un étudiant au lycée qui se fait harceler quotidiennement. C'est un calvaire, c'est un enfer. Et il se fait harceler par son ancien petit ami qui est gay refoulé, homophobe as fuck et qui entraîne toute la classe de tous les mecs avec le seul et unique prétexte que Moon est homosexuel. Sunny est son nouveau voisin, il arrive au lycée, il capte qu'il y a un petit bug là, il essaye de régler la situation, de sauver Moon et le truc part dans des proportions, les gars, dites-vous qu'il y a des gens qui meurent, il y a la police machin, enfin des gens souffrent, des gens vont mal, il y a des crimes commis, ça va très très loin. Ce livre se voulait extrêmement profond, extrêmement touchant, extrêmement déchirant et j'ai malheureusement été un petit peu agacée parfois par cette surenchère de la violence. Il y avait énormément de scènes très très trash. Je suis peut-être un peu une fragile, mais c'était peut-être un peu too much parfois à mon goût. Disons qu'il n'y avait pas besoin en fait d'en montrer autant, il n'y avait pas besoin d'en faire autant pour que le livre ait le même message. Mon gros problème dans ce livre est resté les dialogues, les pensées internes, les réflexions des personnages. C'est quelque chose dont j'avais vachement parlé par rapport à la romance française de base. J'ai du mal avec les dialogues. Je trouve que les dialogues sont hyper déconnectés de la vraie vie. Déjà il y a des négations, ils utilisent des expressions, enfin en fait ce n'est pas comment les gens parlent dans la vraie vie. Après on n'est pas obligé dans les livres de faire en sorte que les dialogues soient un reflet de la réalité, mais c'est quelque chose auquel je suis vachement attachée, surtout en romance. Et là il y avait plusieurs choses qui m'ont un petit peu déroutée, c'est que ben voilà, des fois leur dialogue j'étais un peu en mode waouh, genre non ça le fait pas. En plus ils avaient des réflexions qui étaient pas clean du tout. Après le livre se passe en 2012 ou un bail comme ça. En fait au début je me suis dit on est en 2025 quoi, vas-y le mec il se fait noyer dans les chiottes parce qu'il est gay, enfin c'est bon quoi. J'ai envie qu'on dépasse un petit peu ce stade. Je me suis souvenu que ce livre se passait en 2012 et c'est vrai qu'en 2012 c'est pas la même chose, il y avait pas le même degré de tolérance et tout. C'est vrai que ça explique quand même pas mal de choses, mais voilà, j'ai pas été convaincue. Je suis allée au bout parce qu'il y avait un côté addictif, donc gros point pour elle parce qu'elle sait faire, clairement elle m'a entraînée de A à Z, mais j'ai été piquée par leur dialogue, par leurs pensées, donc je pense que je vais mettre dans pas pour moi parce que en fait c'est ce que je disais sur ma critique Goodreads, je suis pas le public pour ce livre. C'est toujours un peu délicat de mettre une note ou de parler parce que en fait la seule chose là que je suis en train de vous dire c'est ce livre n'est pas aligné avec ce que moi je veux, ce que moi je pense. Son seul défaut c'est de ne pas avoir respecté mes exigences quelque part. Bon, dans la même... j'avais pas capté qui se suivait. Dans la même vibe. Non là j'ai du bif. Ce livre était drôle as fuck parce qu'il était pas bien. I'm sorry. J'avais toujours voulu lire ce livre parce qu'il y a 2-3 ans quand ça explosait et tout, je me suis dit oh je veux savoir. Moi je suis curieuse. Je peux aimer en fait des romances comme ça. Moi ça peut, selon comment tu le fais, je peux être en mode mais là c'était vraiment genre la liste de tous les trucs les plus clichés que tu peux voir. Et ben je suis allée jusqu'au bout. Je suis allée jusqu'au bout parce que ça en devenait presque drôle, un peu parodique, vous voyez. Et il y a une scène qui m'a fait mourir de rire. Et genre franchement, j'ai rigolé premier degré et j'étais là en mode high five, Chloé. C'est l'histoire d'une madame qui a toujours été la good girl, très mimes, très prude, très bonne à l'école. Elle arrive au college. Le lendemain, elle se retrouve au milieu d'un gang de bikers. Elle va tomber amoureuse du chef des bikers qui est imbuvable, qui est méchant, hein, sexiste, qui l'insulte et tout. La base. Son cœur, il est un petit peu fragile. Du coup, elle peut pas faire de sport, faut pas qu'elle soit trop stressée, faut pas trop qu'elle court parce que dès que son cœur s'accélère, c'est dangereux pour elle. Et forcément, il y a des moments où elle est en mode ah mon dieu, j'ai mal au cœur et du coup, elle est en mode ouais, calmez-vous, elle a mal au cœur, machin. Ce livre pour moi incarne tout ce que les gens disent quand il parle de romance Wattpad. Et à un moment donné, il y a une scène où en gros, il se court après, je ne sais plus pourquoi. Arrête parce que sinon je vais mourir. Parce que du coup, son cœur il bat vite, du coup, elle est en mode arrête de me courir après, sinon je vais mourir. Et ça m'a fait
préférés. Bref, ce livre vraiment c'était tiré par les cheveux, c'était Welcome to Bikers Land et j'ai presque envie de lui créer sa propre catégorie PTDR. Parce que pourquoi pas quand même, voilà, soyons fous. Dans la vie, il faut savoir rigoler et The Devil's Sons, pour moi, c'était PTDR. Parce qu'en fait, ça n'avait pas lieu d'être. C'était tellement tout ce que je déteste que c'en est devenu brillant. Ensuite, on a ça, et je n'ai aucun souvenir de ce truc. Non, c'était pas ouf. Le seul souvenir que j'ai, c'est que au tout début, on t'explique pas. Donc voilà, je vous le conseille absolument pas, pour plein de raisons différentes. Donc voilà, ne perdez pas votre temps. Ensuite, Le Prince sans terre de Liz Chrysler. C'est le tome 2 de La Bénie de Césarée, c'est des tomes compagnons, fantasy, young adulte. Et dans celui-là, c'est l'histoire de Maël. Maël qui est un prince qui malheureusement a perdu la confiance de son peuple. Et pauvre petit Maël, sa vie est trop triste parce que personne lui fait confiance. Lui, il est en mode mais s'il vous plaît, laisse-moi une chance. On lui dit mais non en fait mec. Je dirais que j'ai moins été agrippée que La Bénie de Césarée, mais ça reste quand même une superbe lecture. Du coup, je vais mettre dans Memes parce que petit Maël, je l'ai trouvé un petit peu memes. Nobody in Particular de Sophie Gonzalez. Ce livre, je voulais le lire depuis un petit moment. Vous voyez la série Young Royals, c'est la version avec deux madames. Et du coup, vu que j'ai bien aimé la série, je voulais absolument lire celui-là. On suit une madame pas très riche qui a eu une scholarship, donc une bourse pour entrer dans cette université de stars. Littéralement une université où il y a que des enfants de stars, des enfants de présidents, des enfants de gens riches, notamment l'héritière de l'Angleterre. Elle s'appelle Rose d'ailleurs. Elle capte tout de suite qu'en fait c'est un peu toute des pestes, hein. Donc elle a pas trop sa place. Et en fait au fur et à mesure elle capte que il y a eu une histoire un peu dark qui s'est passée. Un des élèves qui est mort l'année dernière parce qu'il a fait une overdose. Les gens disent que c'est la faute de Rose, mais Rose elle a l'air de dire que c'est pas de sa faute. Elle se rapproche de Rose et du coup c'est un petit peu enemies to lovers. Et en même temps il y a un rapport de force qui est inégalitaire parce que Rose c'est un petit peu la reine de toute l'école tandis que l'autre c'est la nouvelle quoi. Et on a une grosse thématique d'homophobie parce que Rose ne veut pas rendre la relation officielle parce qu'elle pense que l'Angleterre ne va pas l'accepter et que ses parents ne vont pas l'accepter. Et ça pour le coup j'y crois très très fort que la famille royale british là elle serait pas très chaude. Donc je vais le mettre dans memes parce que j'ai terminé, ça m'a plu, mais le principe de moi je suis riche et je suis froide et je suis méchante, et toi entre guillemets t'es pauvre, t'es la nouvelle et t'es super sympa, ça m'a amené que jusqu'à un certain moment et derrière j'ai pas eu suffisamment de matière pour que ça continue de me maintenir en haleine quoi. Je vous avoue que la fin je me suis un peu dit MDR tu vois, c'était un petit peu trop abusé, un petit peu trop bisounours. Sheldon Sparrow, il vous avait manqué? J'espère pas. Arrêtez hein. Au-delà de personnages masculins absolument imbuvables, ce livre était hyper bizarrement construit et j'ai rien compris à l'intrigue. J'ai trouvé que c'était confusing as hell. Attendez, faut que je mette une couleur pour ce truc, voilà. Donc je vais le mettre dans Nope. Pour moi, il n'y a rien à récupérer de ce livre, vraiment. Alors, ensuite, on a une autre déception de ma part. Ce livre m'a été envoyé par Flammarion, Paris Hollywood de Cécile Muri. Et ce livre, je vous avoue que j'ai eu beaucoup de mal. Un peu comme le début de 50 Shades. Une journaliste, elle a en fait l'opportunité de sa vie d'interviewer un acteur hyper connu. Elle y va et en fait, l'acteur tout de suite, il la remarque. Le soir même, il veut absolument la revoir. Le mec, il couche avec elle dès qu'il fait un aller-retour pour une interview. Ensuite, il donne pas de nouvelles. Le mec, il en a rien à foutre. Il est pas ouf ce mec. Je l'ai pas aimé. Elle était vraiment in love quoi. Et elle a vraiment fait beaucoup de sacrifices pour lui. Et au final, le mec, enfoiré. Et surtout, j'ai pas trouvé ça crédible que genre, vas-y, tu fais une interview, tu vas pas coucher avec la meuf qui t'a fait l'interview quoi. Enfin, grow up. Je vais mettre pas pour moi. En fait, même l'humour, j'ai un petit peu de mal à... Je pense que je vais mettre dans Nope. Parce que des fois, il y a des trucs qui m'ont un petit peu agacé aussi. Love Never Fails de Melissa Belvigne. J'avais beaucoup d'espoir pour ce livre parce que c'est la construction d'une relation toxique, puis ça descend aux enfers et sa déconstruction et la reconstruction plus tard de notre madame. Ce que je ne savais pas, c'est que ce livre est raconté à travers un point de vue extérieur à la relation. Nous avons une petite madame qui est jeune, qui est influençable, qui a un groupe de rock préféré. Elle va les voir en tournée. Comme pour Paris Hollywood, le groupe de rock est en mode alors toi je te veux. Le soir même, il la chope dans sa loge. Il prend mais tellement l'ascendant sur elle en fait, enfin c'est dégueulasse. Il lui dit qu'il faut qu'il reste avec lui pour la tournée et elle, vu qu'elle est en mode oh my god mais genre c'est genre mon idole et tout, elle accepte. Il commence à être violent avec elle, à être abusif, il lui fait prendre de la drogue. Et on a le gérant, enfin le manager on va dire du rocker là, qui en fait lui voit ça et en mode oh putain il faut que j'intervienne, mais en même temps il intervient pas de ouf et en fait tout est raconté à travers ce point de vue là de ce mec extérieur. Moi j'étais juste en mode mais donnez le point de vue à la meuf, c'est la meuf en fait là dont on est intéressé, c'est elle en fait. Moi je voulais son point de vue à elle, je m'en fous du point de vue du manager extérieur qui est en mode oh il faut que j'aille la sauver mais comment faire pour la
va sauver, machin. Ce livre est vendu comme étant hyper psychologique. Oui, il l'est parce que bah, tu vois en fait vraiment les dérives de ce genre de comportement et à quel point quand tu es face à une idole, tu es prête à faire tout et n'importe quoi et que c'est si facile en fait d'abuser de ça. Ça m'a pas convaincue par le format, malheureusement. Moi j'aurais voulu son point de vue à la meuf. Hein. Franchement, je ne comprends pas pourquoi on n'a pas son point de vue à la meuf. Alors peut-être que c'est tout simplement parce qu'il faut attendre le tome 2. Je vais mettre pas pour moi. Alors ensuite on a une faille dans l'espace-temps. In the Veins of the Drowning de Kali Cassidy. Ce livre va être traduit très prochainement, d'ailleurs en novembre il va être traduit. Et laissez-moi vous dire que ce livre, j'ai passé les 15 premiers pourcents à me demander si jamais je n'avais pas raté le début. Tu commences le livre, je ne rigole pas avec vous, les 3 premières pages, tu as déjà fait 1 milliard d'actions, la meuf est déjà en train de voir un mec, machin et tout, et je suis en mode mais wow 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 wow. Des fois je dis que j'adore les livres qui démarrent vite, ça c'est un niveau supérieur, je n'ai jamais vu ça de ma life. Le truc plus qui démarre vite, c'est un boulet de canon dans ta tête et en fait tu as l'impression d'avoir raté le début. Et je suis pas la seule, il me semble que sur Goodreads, il y a d'autres gens qui ont dit mais pourquoi est-ce que j'ai passé les 15 premiers pourcents à me demander où on était, qui on est, qu'est-ce qu'on fait, genre première scène c'est la meuf qui descend dans un bateau machin et tout. Et moi je vous avoue que ça m'a quand même pas mal coupé dans ma lecture. Il y a une histoire de sirène, des histoires de pirates. Vu qu'en fait j'avais l'impression qu'il me manquait un bout du livre, je suis jamais rentrée dedans. Donc je vais mettre dans j'ai déjà oublié parce que ben, en fait c'est le cas. Malheureusement c'est le cas. Et je suis assez deck parce qu'en fait j'ai lu ce livre parce que les gens avaient dit que c'était incroyable. Je vous jure que sur TikTok il y a eu 2-3 vidéos de gens qui disaient que c'était la prochaine énorme romantésie préférée de tout le monde. Et puis je ne suis malheureusement pas d'accord. I'm very very sorry. Till Summer, do a sport. Ça c'est Clara qui me l'a recommandé parce qu'elle m'a dit que c'était le truc le plus hilarant et le plus tiré par les cheveux qui existe. Et je suis assez d'accord. On suit l'histoire d'une meuf qui en a un petit peu marre parce qu'à son taf c'est la seule qui est célibataire et elle a l'impression d'être vraiment mise à côté parce que tout le monde parle tout le temps de son couple, de machin et elle est jamais incluse dans les conversations. Du coup un jour en fait elle pète un câble et elle mytho qu'elle a un mec. Et du coup les gens sont en mode mais quoi, mais comment ça, mais il faut qu'on le rencontre machin. En fait elle essaie un petit peu de mytho en disant non mais en ce moment ça va pas trop, ce serait un petit peu gênant de vous inviter. Son mensonge va au point où on lui booked une session de thérapie de couple à 2 pour elle et son faux mec. Du coup en fait elle doit trouver un gars pour accepter de prendre ce rôle et ça va être personne d'autre que le frère de son meilleur ami. Il va adorer mytho et qui va complètement tomber dans le jeu, il va faire du théâtre, il va improviser et ses premières sessions de thérapie sont harantes parce que elle en fait elle ne le connaît pas et lui il invente des trucs horribles et en fait elle surenchère et au fur et à mesure du coup bah, il commence à s'apprécier jusqu'à ce que toute l'équipe au travail les force à aller avec eux à une retraite de couple qu'ils font chaque année et ça c'est vraiment un peu hardcore et c'est ce que en fait Clara m'avait dit que là ça vrille. En gros dans cette retraite là, enfin c'est un peu chelou, ils font des trucs bizarres, enfin c'est un peu axé sur le cul et tout. J'ai quand même énormément ri et je vous avoue que je l'ai lu super rapidement, c'était hyper addictif, même si c'est hyper tiré par les cheveux et vraiment what the fuck, je veux le mettre dans memes. Next up we have Sounds Like Love de Ashley Poston. Ashley Poston, c'est une de mes autrices préférées de il y a 2 ans et puis elle a dégringolé. Le dernier livre qu'elle a publié je l'ai trouvé vraiment pas ouf et du coup celui-là j'avais quand même espoir que ce soit bien mais je voulais pas non plus trop me hyper pour pas être déçue et c'était sympa. C'était pas excellentissime mais c'était bien. En gros on suit l'histoire d'une meuf qui écrit des chansons et d'un gars qui est musicien. Ils vont avoir une espèce de connexion télépathique au travers de la musique, c'est-à-dire que ils vont tous les deux entendre une mélodie, la même mélodie qui va un petit peu les obséder. Et cette mélodie les connecte, ils s'entendent dans leur tête, sauf qu'ils ne savent pas qui est de l'autre côté. Et en même temps ils vont se rencontrer dans la vraie vie et le courant va pas du tout passer parce que lui il va giga la prendre de haut en mode ah mais toi t'es une songwriter, moi je suis un vrai artiste machin. Et du coup ça va faire une petite situation de double identité où ils se parlent dans leur tête et ils vont nouer un lien très très fort et un jour ils vont dire bon on se rencontre en vrai. Lui il va capter avant elle qu'en fait c'est elle. Donc franchement 50 premiers pourcents très très chouette et après ça part dans toute une histoire de essayer d'écrire cette chanson ensemble, il y a des problèmes dans leur famille respective et tout ça et je vous avoue que je préférais le début où c'était cette double identité, ce truc de télépathie machin, mais sinon Ashley Poston on remonte la pente. Donc franchement c'est une lecture quand même assez sympathique et je vais la mettre dans memes. Je me disais qu'il n'y a aucun fantastic, et bien voici le premier, The Raven Scholar de Antonia Olson. Ce livre était énorme,
C'était énorme, c'était génial, je me suis énormément amusée, j'ai été hyper impressionnée. Des fois j'ai pas tout compris, mais c'était le type de je ne comprends pas en mode oh là là, je comprends pas, mais c'est génial. On est dans un système de compétition pour devenir le prochain empereur avec les élus de 7 maisons. Et chaque maison est régie par un animal. Le renard, le corbeau, le dragon, etc. Cette épreuve à chaque fois au thème de chacune des maisons. Et on va suivre plusieurs des contestants, notamment Nima, qui est donc la contestant pour les corbeaux. Et il y a son ex qui participe en tant que élu des renards. Et du coup c'est un petit peu drôle. Ce truc est hyper bien pensé. Il y a toute une histoire de secret derrière ce tournoi. En fait c'est hyper corrompu. L'empereur c'est pas celui qui prétend être. On a aussi toute une backstory derrière la relation entre Nima et Monsieur Renard qui est hyper intéressante. Ce livre est hyper complet. Il y a des points de vue auxquels on s'attend pas et pour moi c'est ça qui a fait toute la différence parce que je trouvais que c'était hyper intelligent, immersif. J'ai écouté l'audiobook, je vous le conseille parce que les acteurs ont fait un travail d'acting vraiment. Donc franchement ce livre, c'était pas coup de cœur parce que des fois j'étais un petit peu lost, il était un petit peu long, faut un petit peu batailler pour se mettre dedans. Pour moi c'est une des fantasy young adultes à lire de cette année. Donc en fait non, je mens. Je vais la mettre dans Shut Up and Read This Book. Même si ça n'a pas été un de mes préférés, je pense que vous devez le lire parce que pour moi c'est vraiment un truc excellent. Je trouve qu'on n'en parle pas suffisamment sur les réseaux, donc lisez The Raven Scholar, Evenings and Weekends de Oisin McKenna. Ce livre était une recommandation de Clara. Ça n'avait rien à voir avec ce que j'ai d'habitude. C'était vraiment une sortie de zone de confort énorme. On est dans de la fiction adulte où on va suivre plein de personnages qui se connaissent pas tous, mais qui ont un lien avec à chaque fois une personne. Le frère de machin avec son voisin qui est aussi la cousine de... J'ai plus aimé le concept de ce livre que le livre en lui-même. Mon avis est un peu... En fait, je trouve que c'était brillant. C'est le genre de livre que si je le relis, je pense que je l'aimerais encore plus. Parce que quand tu commences, t'es un peu perdu. Les personnages se croisent pas forcément. Tu suis des gens dans leur quotidien. Il n'y a pas vraiment d'histoire. Et à un moment donné, tu captes que tout fonctionne ensemble et que tout tourne autour d'un secret. Tu vas aller jusqu'à la révélation de ce secret. Comment ça fonctionne des non-dits. C'est pas ouf non plus, ce secret. Mais ce livre, pour moi, représente très bien comment, dans la vraie vie, tous les jours, en tant que famille, en tant que amis, en tant que pote, bah des fois c'est compliqué de se parler, des fois t'oses pas te dire les choses et c'est super intéressant. Il n'y a pas besoin de plus. Et il y a un petit fil conducteur de la baleine dans la Tamise. C'est un roman concept. Je sais pas trop ce que je fais en fait avec ce truc parce que j'ai très envie que vous le lisiez, mais en même temps j'ai pas non plus kiffé, enfin j'adore l'idée de ce livre plus que ce que je l'ai apprécié pendant ma lecture. Ah, ouais, je vais mettre fantastique parce que ça changeait énormément de ce que j'avais l'habitude de lire, ça a ouvert un petit peu mes horizons. J'ai trouvé que c'était hyper bien écrit, très bien écrit, et il y a 2-3 scènes quand même qui sont assez marquantes. En fait c'est ça, sur le papier ce livre est excellent. C'est juste que après l'affect fait que ça n'a pas vraiment accroché cœur love avec moi, mais le concept est excellent. Alors, rewind it back. La seule chose que je me souviens dans ce livre, c'est ce que j'ai mis dans ma review Goodreads, c'est que le mec tape un gars parce qu'il s'est approché trop proche de sa meuf. Le mec insulte tout le monde et en fait il est violent quoi, dès qu'on s'approche de sa meuf. Tu n'as pas le droit d'approcher sa meuf. Et attention, sa meuf, ils ne sont pas encore ensemble. Et il y a une histoire de second chance là-dedans. Et ce second chance se base sur un petit non-dit, enfin une conversation que juste ils ont pas eu. Du coup pendant 6 ans, ils ont coupé les ponts. Je ne me rappelle plus du reste. Genre c'est complètement flou. J'ai un souvenir que le mec c'est pas possible quoi. Ce n'est pas possible et ça m'énerve. Please, est-ce qu'on peut grow up vraiment dans les romances? Arrêtons de taper les gens. Arrêtons d'avoir ces mecs alpha là qui ont un problème d'ego et qui ne supportent pas en fait qu'un autre homme puisse approcher leur conquête et qui sont territoriales comme ça. Genre non c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais mettre dans Nope. Voilà, je vais mettre dans Nope et ça me brise un peu le cœur parce que j'ai bien aimé Caught Up, le tome 3, Like Real People Do. Ce livre, il a tourné beaucoup sur TikTok comme étant une romance gay, hyper mimes, hyper bienveillante. On a beaucoup de représentations, on a du handicap, on a de la maladie chronique, tout ceci sur un fond de hockey. Et laissez-moi vous dire qu'en effet, ce livre était hyper doux, hyper mimes et il y a une scène qui m'a profondément marquée parce que c'est la première fois que je vois ça évoqué
évoqué et j'ai trouvé ça mais tellement juste et du coup ça me rend folle de penser à des situations dans lesquelles ce truc-là est mal fait. Deux personnages, donc deux garçons, il y en a un, c'est un joueur de hockey professionnel qui est un peu considéré comme le golden boy, voilà, il est très beau, il est très fort, il est un peu inaccessible. Et de l'autre côté, on a petit monsieur là qui, je sais plus exactement ce que c'est sa condition, mais de temps en temps il fait des crises, du coup il a un chien de service et lui fait du patinage. À la sortie de l'entraînement, il va voir notre monsieur populaire et il lui dit qu'il l'admire de ouf et qu'il aimerait bien faire un date avec lui. Le mec vraiment hyper honnête. Au début c'est plus pour une blague parce qu'en fait il pense que Superstar elle est hétéro, sauf qu'en fait il est pas hétéro et du coup lui il est en mode ok bah ouais vas-y j'aime ton assurance, on va faire un date. Et à un moment donné ils vont le savoir et là ça va se transformer en quelque chose de hyper doux, ils vont être tellement compréhensifs l'un envers l'autre, il va pas avoir de dégradation de ouais mais moi mes problèmes sont plus graves que tes problèmes à toi, ils vont vraiment se soutenir mutuellement. Et à un moment donné il y en a un qui va se blesser, je ne sais plus pourquoi, et il y a une scène de caretaking qui est incroyable où en gros il l'aide à se déshabiller et il l'aide à se doucher parce que en fait il est complètement bloqué, il a des vertèbres cassées donc il ne peut pas. Et en fait il décrit que il n'y a rien de sexuel dans cette scène, ça lui paraît impossible d'avoir du désir dans cette situation parce qu'en fait l'autre il souffre le martyr, il est dans une situation hyper vulnérable où en fait il ne peut même pas s'occuper de lui comme se doucher et que du coup c'est l'autre qui est obligé de le doucher. C'est pas une situation propice à ensuite se choper, tu vois. Et ça je me souviens que ça m'avait fait péter un câble, notamment dans Troublemaker. À un moment donné le mec il voit que la meuf elle a mal et genre elle boite parce que en fait elle vient de se faire casser la gueule, en mode oh elle boite, elle va pas bien, mais elle a une mini jupe et je vois ses jambes, j'aime bien ses jambes. Je me dis mais est-ce que c'est le moment, d'expliquer que tu es attiré par elle, elle est en train de boiter parce qu'elle a mal. Moi c'est ça en fait qui des fois me fait péter un câble, c'est que je me dis mais les gars vous ne pensez que au cul dans les situations où ça n'a pas lieu d'être. Et merci d'en parler, mais merci de le dire. Après ce livre était long. Franchement, pour une romance, j'ai trouvé que c'était un peu longué. J'ai vraiment aimé que ce soit hyper doux, hyper touchant, mais un peu trop facile. Et je sais, on en a déjà parlé de mes Estelle. Quand on fait des trucs super bienveillants, t'es pas contente? C'est pas que je suis pas contente, mais c'est que là, ils étaient tous les deux hyper entraînés. Ils avaient fait une formation de communication non violente avant de faire le livre. Et j'aurais aimé qu'ils soient un peu hésitants l'un envers l'autre, qu'ils soient un petit peu maladroits, qu'ils apprennent ensemble. Parce que là, ils étaient vraiment parfaits dès le début. Du coup, ça m'a manqué un petit peu d'enjeu. Donc, j'hésite entre Mime, c'est fantastique. Je vais mettre dans fantastique quand même parce que j'ai beaucoup aimé. Ensuite, Atmosphère de Taylor Jenkins Reid. C'était très bien. J'avais un petit peu peur de le lire parce que c'était un livre à concept. C'était sur des astronautes qui se passe dans les années 1980. Et c'était génialissime. C'est hyper fourni en infos les gars. Elle a fait ses recherches et ça se voit parce que elle te parle en détail de l'entraînement des astronautes, de ce qu'ils doivent apprendre, ce qu'ils doivent faire, les procédures, les techniques et tout. T'es vraiment plongé dedans. Ça se passe au moment du lancement d'une mission et en fait la mission foire. Et c'est une mission qu'ils ont préparée pendant des années et des années. Tu t'entraînes tellement avec un groupe de gens hyper restreint, ça devient ta famille, ça te paraît simple et tu oublies qu'il y a un risque énorme et que dès que tu montes dans l'espace, peut-être que tu reviens pas. Et notamment, notre personnage principal, la première fois qu'elle vient dans l'espace, elle a en fait cette réalisation de je vois notre terre, je vois en fait notre maison et je me rends compte de tout ce que j'ai là-bas et d'à quel point c'est précieux. Et en fait elle dit je ne veux plus retourner dans l'espace, je veux rester sur Terre. Il y a une romance aussi qui s'installe entre elle et une autre de ses collègues. Et ce livre est juste rempli de poésie, tout en étant rempli de maths, très personnage, vous voyez, c'était en même temps centré beaucoup sur la science et tout, mais c'est centré sur l'ambition de ce que tu as envie de faire. Et quand tu réalises ton rêve, parfois te rends compte que en fait c'est pas exactement ça ce qui te plaît et c'est ok de faire autre chose. Il y avait peut-être un passage trop gros de romance et je sais que c'est hilarant que je dise ça parce que c'est souvent ce que j'adore. Là je vous avoue que c'était tellement passionnant, l'astronomie, les vaisseaux spatiaux, les missions et tout, qu'en fait quand la romance a commencé à trop prendre le pas, j'étais un petit peu agacée. Shut up and read this book. Vraiment, vous serez pas déçus. Ça vous tient en haleine, ça vous déchire. Fan service de Rosie Danan. Ce livre, je voulais tellement que ce soit incroyable. Je voulais que ce soit ma meilleure lecture de 2025 parce que c'est une petite romance paranormale avec un loup-garou et une humaine. Et moi, vous savez que j'adore. C'est mon truc préféré de tous les temps. Le prémisse de ce livre est excellentissime. On suit l'histoire d'un acteur d'une série qui s'appelle The Arkham Files, qui est un petit peu comme Teen Wolf, le genre de série qui passait sur
TW où il y avait du paranormal, des enquêtes, des créatures et tout ça. La série était hyper populaire chez les jeunes, notamment la super fan, genre top fan numéro 1, c'est notre protagoniste féminine qui avait créé un blog qui recensait toutes les informations qu'on avait sur la série, et notamment sur les loups-garous. Elle a 17 ans, elle est fan, elle va à la convention, lui il en a 25, il est un peu plus vieux. À la convention, il se fout de sa gueule parce qu'elle sait cosplay et genre il se fout de sa gueule du costume. Et depuis ce jour, ben en fait elle lui en veut de ouf. Une vingtaine d'années plus tard, il commence à faire des trucs chelous. Hashtag se transformer en loup-garou, comme son personnage dans la série. Et du coup il comprend pas, il fait un petit peu des recherches sur internet et il tombe sur le blog de la série. Il la contacte pour lui dire j'ai besoin d'un avis extérieur, j'ai besoin de savoir si je suis vraiment en train de me transformer en loup-garou, je veux une experte. Et lui il se souvient pas du tout que c'est elle, sauf qu'il est toujours un petit peu arrogant, toujours un petit peu prétentieux, toujours pas super sympa. Genre je vous avoue que ce mec il est pas non plus l'homme de l'année. Je vais pas vous mentir, c'était fun mais c'était extrêmement long. Genre franchement je pense que ce livre fait 400 pages, un truc comme ça. Le principe du début a explosé et ensuite on a eu une suite de livres qui n'a pas tenu vraiment mon attention. C'est un peu triste parce que vraiment je voulais adorer, ça avait tout pour me plaire. La romance avait 2-3 scènes un petit peu mimi parce que voilà c'est paranormal, c'est un loup-garou, patati patata, elle s'occupe de lui. Mais à part ça, je vous avoue que ce livre m'a un petit peu déçue. Je suis un petit peu restée sur ma faim. Je vais mettre Mims, Yellowface. C'est mon livre préféré de cet été. Et j'ai rien d'autre à dire à part shut up and read this book. Je savais que ce livre était choquant, je savais que ce livre était hyper amer, mais waouh! Des fois, je devais prendre des pauses dans ma lecture tellement j'arrivais pas, ça me tendait et ça me stressait et ça me mettait dans un inconfort. Ensuite, l'histoire de Juniper qui est autrice, mais sa carrière, ça décolle pas de ouf. La seule chose un peu intéressante qu'elle a dans sa vie, c'est une pote qui date de la fac d'écriture qui s'appelle Athéna. Et Athéna, elle cartonne. Athéna, elle fait des livres historiques. Athéna, elle écrit magnifiquement bien. Et Athéna, elle est moitié chinoise. Et Juniper, même si elle se l'avoue pas vraiment à elle-même, elle est quand même vachement jalouse de son amie, jusqu'au jour où, alors qu'elles sont toutes les deux dans l'appartement de Athéna, on s'étouffe avec un pancake et meurt. Juniper a absolument choqué, mais un espèce de petit éclair de génie. Avant que la police arrive pour récupérer le corps, elle vole les manuscrits non publiés de Athéna dans son bureau. Elle va prendre le manuscrit de Athéna et le fait passer comme le sien. Sauf que le manuscrit de Athéna parle d'une petite communauté chinoise qui a combattu pendant la Seconde Guerre mondiale et dont on n'a jamais en fait vraiment parlé. Sauf que Juniper, elle est blanche, elle est irlandaise il me semble. C'est des sujets qu'elle ne connaît pas du tout, auxquels elle a aucun lien, et faire des recherches pour essayer de se renseigner sur le truc, etc. Ça commence comme ça, et après le truc part tellement loin, parce que donc elle finit par proposer le manuscrit à sa maison d'édition. La maison d'édition est choquée parce que le manuscrit est excellent. Juniper va passer tout le livre à se justifier. Elle va passer tout le livre à croire à ses mensonges, et tu vois en fait tous les vices derrière le marché de l'édition, à quel point ils essayent de faire passer ça, et à un moment donné il y a une personne dans la maison d'édition qui dit est-ce qu'on pourrait avoir des lecteurs sensibles, et Juniper elle dit mais non, j'ai fait mes recherches, pourquoi est-ce que tu veux que des gens lisent et analysent mon livre, genre j'ai fait mes recherches en fait, je sais de quoi je parle. Et genre il change son nom pour essayer que son nom il paraisse un petit peu asiatique, machin. C'est horrible, et le truc c'est qu'elle finit par se faire cramer, et du coup elle va faire un secret par-dessus le secret. Elle commence à s'inventer des excuses, elle dit non mais quand même j'ai réécrit beaucoup du livre quoi, donc en fait c'est comme si c'était mon livre. Si jamais je l'avais pas publié, il aurait jamais vu le jour, donc en fait j'ai bien fait. Et en même temps, et c'est là où R.F. Kuang est une... elle est incroyable, c'est qu'en fait cette meuf elle te raconte tout ce qu'elle vit, elle va subir pas mal de harcèlement en ligne, à contre-cœur. Des fois il y a des situations où t'es en mode j'ai de la peine pour elle en fait, et c'est ça qui est fou, c'est que tu arrives quand même à avoir de la peine pour elle même si c'est une horrible personne. Et du coup ce livre était excellentissime, si vous écrivez je vous le conseille. All the Colors of the Dark. Ce livre est un thriller qui se passe dans les années 70 aux États-Unis, que Clara m'a encore une fois conseillé. Ça fait partie de ces livres où c'était pas mon style, mais j'ai vraiment aimé l'expérience parce que ça m'a sorti de ma zone de confort. J'ai vu une autre manière de faire les choses. J'ai suivi des personnages dans un contexte dont j'ai pas l'habitude. Ça me fait toujours sourire de à quel point on met tous ces mots, ces genres littéraires, ces classifications young adulte, thriller, fantasy. Quand je lis ce genre de livre, je suis en mode c'est juste un livre, tout comme n'importe quel livre est juste un livre où tu suis des gens. Les genres, tu vois, on les met, mais tu suis des gens. Et c'est ça qui est intéressant. Si ton personnage est bien, je m'en fous le genre que c'est. Ça va m'agripper, ça va me plaire. Et là, c'est exactement ce qui s'est passé. Tu lis
l'histoire d'un gars qui va se retrouver à être pris en otage pendant un long moment. Il y avait un mec en fait qui enlevait des adolescentes et ce jeune là en a sauvé une sur le moment en fait où elle était en train de se faire choper, s'est fait choper à sa place et en fait il était meilleur copain avec une autre meuf qui avait vraiment un gros soft spot pour lui parce que ce mec c'était un petit peu le mec incompris, le mec pas très à la mode, dont les gens voulaient pas forcément être amis et elle en fait c'était la seule qui était amie avec lui. La police va très rapidement abandonner, dire bah on a fait tout ce qu'on a pu, on le retrouve pas, mais elle va jamais abandonner, elle va chercher et elle va finir par trouver. Sauf qu'en fait le mec il est métamorphosé, que bah déjà il a passé un long moment dans le noir et en fait il raconte que pendant qu'il était pris en otage, il était avec une meuf qui elle pour le coup n'a pas été sauvée. Ce livre c'est le destin de ces trois personnages qui fonctionnent un petit peu ensemble. La meilleure amie qui en fait est amoureuse de lui depuis très longtemps, qui a tout fait pour l'aider, pour le sortir de là, mais qui ne va jamais en fait recevoir sa full attention parce qu'en fait lui il a ce lien de trauma avec la meuf qui était enfermée avec lui. Tout le monde va dire qu'elle n'existait pas, qu'en fait il s'est créé une amie imaginaire pour réussir à survivre. Ce livre moi m'a touchée par tout l'arc de cette meilleure amie là qui en fait a passé sa vie à tout faire pour lui et même si des fois c'était dur, évidemment qu'elle allait le faire. Vous voyez, c'est un petit peu le truc de l'amour inconditionnel. C'était aussi hyper intéressant tout le PTSD suite à la prise d'otage et tu les suis sur beaucoup de temps. Tu les suis depuis qu'ils sont ados jusqu'à genre 40-60 ans. C'est un très long laps de temps et tu prends en fait vraiment le temps de plonger dans eux, dans qui ils sont, tu les vois grandir et ça te laisse l'opportunité en fait d'avoir 15 livres dans un seul livre. Et même si je suis pas encore une adepte de ça, ça me plaît quand même et j'hésite à le mettre dans fantastique parce qu'il y a des scènes qui m'ont fait ah putain, mais tout le livre j'étais plus dans la curiosité, donc je pense que je vais mettre Mims, même si le titre est mal choisi dans ce cas-là. Je pense que Mims ça peut aussi être équivalent à intéressant. Ce livre j'ai trouvé intéressant. La Lagune de Ludmilla, j'ai beaucoup aimé, j'ai trouvé très bon. On est sur une romance d'été qui se passe dans un camping au bord de la mer. On fait du surf, on bronze et tout ça et en fait on suit le destin de deux filles et un garçon qui vont avoir des sentiments tous les trois ensemble et ils vont être en trouble. Très original, j'avais jamais lu un livre qui parle de trouble comme ça m'a bien plu. J'ai trouvé qu'ils discutaient très bien, il y avait beaucoup de communication, il y avait une douceur et un côté assez langoureux à cette histoire qui m'a vraiment plu, donc je vais mettre dans Fantastic. Les Enchantresses, le tome 4 de Sophie Gliokas. Je lis quasiment pas de littérature jeunesse, mais quand j'en lis, je me rappelle à quel point c'est incroyable et à quel point, quand j'étais ado, j'aurais adoré en fait lire ces livres-là. Un jour dans ma vie, j'en écrirai. Ce tome 4, je m'attendais pas à une telle fin. Je m'attendais pas à ce que ça soit si prenant. Tu grandis avec les filles et au début, c'est très jeunesse et en fait, au fur et à mesure, ça prend en maturité, ça aborde plein de thèmes hyper importants de construction des filles, de l'image d'elle-même, de la relation aux autres, enfin bref, c'est vraiment des livres qui aident en fait à se construire quoi, parce que tu vois les personnages se construire au fur et à mesure de leur adolescence et là en fait tu les vois un petit peu plus grands, tu les vois gérer des thèmes peut-être un peu plus d'adultes. Cette fin m'a fait quelque chose, cette fin m'a touchée, donc je vais mettre dans fantastique parce que j'ai eu la petite larme à l'œil quand même, hein. Ça m'a fait vraiment l'effet de putain on rentre à la maison quoi, de quitter une bande d'amis cucu de Camille Emmanuel. Je suis toujours dans une incompréhension folle que quelqu'un m'explique ce livre, que quelqu'un m'explique quel était le but, quel était le message, quelle était l'intention, présente comme étant un livre pour dénoncer les romances toxiques. Que j'en ai retenu, c'est plus un livre pour se moquer de la romance. Et du coup, j'ai pas compris. On suit le personnage d'une meuf qui gagne pas suffisamment d'argent, elle est prof dans un lycée. Et du coup, le soir, elle écrit des romances érotiques sous un pseudonyme parce que ça vend de ouf et que c'est facile, t'as juste à mettre 2-3 tropes un petit peu gnangnan et les meufs, elles y voient que du feu. Un jour, elle se fait contacter par une maison d'édition parce qu'elle vend beaucoup. Ils voudraient qu'elle écrive de la dark romance pour en fait se faire encore plus de fric parce que... Et du coup, c'est très facile, il suffit de mettre un mec mafieux absolument ignoble, une nénette qui a aucune confiance en elle, et puis voilà, 2-3 scènes un petit peu hard, un peu de dirty talk, et puis c'est bon quoi, c'est emballé. Et en fait, elle va commencer à créer ce personnage-là masculin, et en fait, le personnage prend vie, et il vient la voir, et genre, il est dans son salon. Jusque-là, j'étais un peu en mode, ok, je trouve que c'est hyper réducteur pour la romance. J'espère que la morale de l'histoire, c'est qu'en fait, la romance, c'est pas que ça. La romance, c'est hyper varié, c'est hyper vaste, c'est des choses qu'on expérimente dans la vie de tous les jours, et surtout dans quasiment tous les livres, quel que ce soit le genre, il y a un petit peu de romance, parce qu'en fait, c'est ce qui nous rend un petit peu humains, tu vois, la connexion à l'autre. Et en fait, non, et surtout, à partir du moment où le personnage masculin est entré en scène, c'est parti en cacahuète, parce qu'en fait, la meuf, qui du coup était en mode grosse critique, hein, est hyper attirée par lui, et devient cette meuf nunuche de oh là là, mais ça m'excite, avec ses abdos,
petit peu mal alpha, machin, ça m'excite, machin. Et j'étais en mode mais je ne comprends pas. Je serais hyper curieuse d'avoir votre avis parce que moi j'ai pas compris. Si c'était un livre pour critiquer la romance, pour moi c'est raté. J'aime encore plus la romance après ce livre parce qu'en fait je trouve que ce livre l'a hyper mal dépeint. On a juste fait quelque chose de parodique. Et en fait ça rentre dans ce truc où c'est facile en fait de critiquer un genre littéraire si jamais tu t'attaques au truc cliché. N'importe quel genre littéraire a de mauvais exemples et du coup c'est facile si jamais tu prends ce mauvais exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, donc je vais mettre nope tout simplement parce qu'en fait j'étais vachement en colère. Je m'attendais à de la nuance, je m'attendais à un vrai débat, je m'attendais à ce qu'en fait on parle qu'il y a du positif mais que malheureusement la surmédiatisation du négatif est dangereuse et tout. Enfin, il y a tellement de choses à dire et oui, il y a des aspects de la romance qui sont pas ouf, mais en fait là pour moi je suis passée à côté quoi parce qu'en fait elle n'a pas du tout parlé de tout ça quoi. Ensuite, La Voix de Lorée de Marie Fabre. Ma copine Marie a lancé le premier tome de sa trilogie de un petit peu urban, dystopie, fantasy et tout ça. On suit l'histoire de Hatcher, un journaliste, et Willem, un étudiant en biologie. On est dans une ville qui a 3 rives avec le côté très industriel avec les pauvres, le côté très érudit avec toutes les universités, le côté très riche. Il y a des meurtres qui sont commis, il y a une maladie qui se propage. Et les deux personnages vont plus ou moins travailler ensemble pour découvrir qu'est-ce qui se passe dans cette ville et ils vont un petit peu aussi tomber amoureux. C'est une enquête, c'est hyper bien pensé, c'est hyper technique parce qu'on parle de la découverte d'un nouveau minéral pour pouvoir créer de l'énergie avec de la fission nucléaire. Marie a fait des recherches nuit et jour pour ce livre et franchement je dois dire que c'était fantastic. Bury our bones in the midnight soil. En fait, j'ai pas compris. Enfin, si, j'ai compris. V.E. Schwab s'est fait kiffer, quoi. Malheureusement, je suis pas rentrée dans sa kiffance. On est dans un livre qui se passe sur plusieurs siècles où on va suivre le destin de 3 vampires, 3 femmes. Il y a des grosses histoires de jalousie, de manipulation, de relations toxiques et à la fin, il y a du sang qui coule, ça s'attaque de tous les côtés. Et en fait, ce livre était juste excessivement long, excessivement atmosphérique et en fait, elles se sont rencontrées toutes les 3 que à la fin. Donc tu passes 70% avec 2 points de vue, 2 meufs qui ne se croisent jamais, dans 2 époques différentes et j'étais pas suffisamment attachée aux personnages pour en fait m'intéresser à leur vie. C'est souvent oui, ben voilà, je suis une horrible personne, mais en même temps, j'ai pas le choix, je suis un vampire, je suis seule, je ne peux pas rester longtemps avec des humains. Après, la plume reste la plume de V.E. Schwab, très sympathique et je sais que ce livre a trouvé son public parce que ça reste quand même un livre concept, mais voilà, ça ne m'a pas plu personnellement donc je le mets dans pas pour moi. Tourbillon des possibles de Clara Héreau. J'ai beaucoup aimé ce livre, du contemporain young adulte. On parle de Léonie qui a terminé ses études et qui galère à trouver un travail, qui fait des entretiens mais ça prend pas, qui a des amis qui habitent plus dans la même ville qu'elle, qui retrouve son premier amour et c'est compliqué parce qu'ils ont grandi, elle sait pas trop qui elle est, elle sait pas trop ce qu'elle veut, c'est juste la vingtaine et on sait pas trop qu'est-ce qu'on est censé faire quoi. J'ai adoré les dialogues, j'ai adoré les thèmes, ça m'a rendu hyper nostalgique de mon adolescence. J'ai lu ce livre au moment où je déménageais et où je quittais ma maison d'enfance. En fait ça m'a fait un peu pleurer parce que comme Léonie, je suis hyper attachée à mon enfance. Donc je veux le mettre dans Fantastic parce que vraiment Clara écrit des livres fantastiques. Gloves Off de Stephanie Archer. Je me souviens plus précisément de ce livre, mais je me souviens avoir bien kiffé. Et ça c'est dommage, j'aime pas quand ça me fait ça. En fait j'ai dévoré ce livre, je l'ai lu en une après-midi parce que j'ai trouvé ça très très cool, très très chouette. J'étais surprise d'ailleurs parce que Stephanie Archer, j'avais pas aimé celui d'avant. Assez sexy, il me semble qu'on est dans un mariage de convenience. Ils font un faux mariage, mais en fait forcément ça accroche plutôt bien. Et non, je les ai trouvés mimes et surtout je me souviens qu'il n'y avait pas de crise de 80% et ça m'a énormément plu. C'était assez naturel, assez drôle, pas au niveau du 2e tome de Fake Out qui a été une de mes romances préférées d'il y a 2 ans. Et franchement, je vais le mettre dans mimes parce que agréablement surprise et j'ai passé un bon moment. Après le livre, c'est un petit peu dissipé dans ma mémoire, mais je me souviens d'avoir beaucoup aimé. Le dernier livre, nous avons Promise Me Sunshine de Cara Baston. Ce livre m'a énormément déçue parce que c'était présenté comme une meilleure version des Abby Jiménez. On attaque le sujet du deuil avec une personnage principale qui a perdu sa meilleure amie et genre vraiment c'était le duo, elles faisaient tout ensemble, elles partageaient tout, c'était vraiment genre des sœurs de cœur et en fait sa meilleure amie lui a laissé une liste de choses à faire pour continuer de se sentir en vie. Elle les fait pas en fait, elle arrive pas à
à le faire. Et elle va rencontrer un gars, le frère ou le pote d'une meuf pour qui elle fait du babysitting. On s'aidait mutuellement parce que lui a perdu sa sœur. Il connaît un petit peu en deuil et il va l'aider à traverser ça. J'ai trouvé que c'était pas assez profond. J'aurais voulu en fait qu'on aille beaucoup plus loin et que vous voyez, lui dit ouais je vais t'aider dans ton deuil et tout machin. Et j'ai trouvé que c'était hyper pertinent ce qu'il faisait, ce qu'il lui disait. Enfin après chacun vous voyez vit le deuil d'une façon différente, mais j'en ai pas eu assez de ce livre. Ça m'a manqué. Il y a quelque chose qui m'a manqué. C'était pas suffisant. J'ai pas forcément accroché. J'ai pas trouvé les personnages hyper bien ensemble. Et je suis passée à côté. Mais en même temps, je sais que ce livre, il a beaucoup plu à certaines personnes pour qui ça a résonné très très fort. Donc je vais le mettre dans pas pour moi. Je pense que quand même il y avait des choses bien. C'est juste que ça n'a pas trop collé avec mes attentes par rapport au sujet, quoi. Voilà. Eh bien les amis, voilà notre répartition finale. C'est assez représentatif franchement de ce que je pense, de ce que je ressens. Donc voilà, c'était un petit peu expéditif, mais je me suis dit que c'était mieux sous ce format là parce que sinon on allait y passer 45 ans. Et mine de rien en fait, je vous ai dit le plus important de ce que j'avais à dire sur ces romans là, parce qu'en fait sur certains j'avais juste rien à dire quoi. Donc mesdames et messieurs, c'est bon, nous avons enfin clôturé le chapitre update lecture de l'été. Donc le prochain update lecture septembre-octobre, il sera mi-novembre, voilà, donc il y a un décalage un petit peu d'emploi du temps, mais pardonnez-moi, c'est juste que j'avais trop de choses à vous raconter. N'hésitez pas à me dire si jamais vous avez lu certains de ces livres et qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.